Bonjour, je m'appelle Judith, je suis sexologue chez Oli Éducation. Aujourd'hui, moi et mes deux stagiaires que je vais vous présenter dans pas trop longtemps, on vous a préparé une conférence pour aborder comment protéger les enfants à besoins particuliers pour prévenir les violences à caractère sexuel. Comme je viens de vous mentionner, moi, je suis Judith, je suis sexologue, je suis aussi la directrice du département de sexologie chez Oli Éducation. Avec moi ce soir, j'ai Ariane et Charlène qui sont mes deux stagiaires cette année que j'ai la chance d'avoir et qui vont vous faire une petite partie de la conférence aussi parce qu'elles ont travaillé fort dessus avec moi. Donc, elles sont autant partenaires de la conférence que moi là, ce soir. Là, je vous ai dit que je travaillais chez Oli Éducation, mais c'est quoi Oli? Oli, on est une plateforme d'éducation à la sexualité qui va accompagner les adultes pour parler aux enfants. Dans cette plateforme-là, on offre du contenu éducatif, de l'accompagnement personnalisé, de la téléconsultation sexologique, de la formation. Principalement, on a des capsules vidéo qui sont sur le site pour aborder vraiment tout ce qui est éducation à la sexualité, autant sexualité qu'on pense en tant qu'adulte, mais aussi tout ce qui vient à côté de l'éducation à la sexualité. Fait que, on vous a mis un petit exemple de notre plateforme. C'est vraiment la plateforme d'éducation à la sexualité la plus complète au monde, avec du contenu éducatif qui va être présenté au bon moment de développement de votre enfant, parce qu'ils vont vous demander de créer un compte enfant. On est en train aussi d'ajouter certaines modalités pour ajouter certains handicaps précis pour avoir des vidéos qui seraient adaptées à ces handicaps-là. On est en train de travailler là-dessus. On a des beaux projets qui s'en viennent avec l'accompagnateur aussi, là, fait que je vous laisse un peu sur ça, mais je vous promets que ça s'en vient. Aujourd'hui, je commence la conférence par vous parler un peu du cadre légal puis le contexte au Québec. Dans le fond, au Québec, la protection des enfants est encadrée par plusieurs lois qui visent vraiment à garantir la sécurité puis le bien-être des enfants. L'une des principales lois, c'est vraiment la loi de la protection de la jeunesse, la LPJ qu'on appelle, qui a pour objectif d'assurer la protection des enfants et leur sécurité lorsque leur développement est compromis. Dans le fond, cette loi-là a défini des obligations aux adultes puis aux institutions de signaler toute situation qui peuvent mettre en danger un enfant, qui inclut les violences sexuelles. Selon cette loi-là, toute personne qui a un doute raisonnable de penser qu'un enfant est victime de violences sexuelles ou risque de l'être doit informer la DPJ. Les professionnels de la santé, les services sociaux, eux, ont une obligation comme un petit peu plus haute de signaler dans des tels cas, mais en théorie, tous les adultes ont ce devoir-là. Alors, si jamais vous êtes conscient ou si vous soupçonnez une violence sexuelle vécue par un enfant, que ce soit le vôtre, que ce soit un autre enfant, vous êtes dans l'obligation vraiment voyons, j'en perds mon mot, de dévoiler à la DPJ. Sinon, il pourrait avoir des trucs contre vous. Donc, si vous avez toutes sortes de doutes, allez-y ou du moins écrivez à des professionnels pour vous faire soutenir là-dedans. Mais j'en reviens à notre clou du spectacle. Aujourd'hui, les enfants à besoins particuliers, en raison de leur vulnérabilité qui sont vraiment accrues, sont plus spécifiquement concernés par ces mesures de protection-là parce que, justement, c'est des victimes un petit peu plus faciles, puis on va en parler un petit peu plus. Si je vous donne des statistiques qui sont crève-cœur, malheureusement, mais les enfants à besoins particuliers, ils sont 3 à 4 fois plus susceptibles d'être victimes de violences sexuelles comparativement à leurs pairs sans handicap. En plus, 30 à 50 % des enfants ayant un handicap physique, cognitif ou neurodéveloppemental sont victimes d'abus au cours de leur vie, contre 10 % des enfants qui sont sans handicap. C'est terrible de voir ça, ça redonne froid dans le dos. Mais plus précisément, si je développe un petit peu plus, 40 % des enfants ayant une déficience intellectuelle ont rapporté avoir subi des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Sinon, les enfants avec le trouble de l'autisme font face à un risque accru environ 5 fois supérieur de subir des abus sexuels en raison principalement de leur difficulté à interpréter les comportements sociaux et à exprimer leur inconfort.
Sinon, près de 70% des enfants avec des difficultés de communication ne vont pas dénoncer les abus en raison justement de leur incapacité à exprimer qu'est-ce qu'ils ont vécu, mais aussi de peur de ne pas être compris. Puis malheureusement, 14% des enfants ayant un handicap physique, eux, rapportent avoir été victimes d'agressions sexuelles, mais ce chiffre-là est vraiment sous-estimé parce que beaucoup d'entre eux ne vont pas signaler ces abus-là en raison de leur dépendance à l'égard des adultes, souvent qui vont s'occuper d'eux, qui vont être probablement les agresseurs dans ce cas-là. Fait que dans le fond, que ça soit des enfants sourds, aveugles, atteints de troubles de l'autisme ou bien de n'importe quelle déficience intellectuelle, ils sont vraiment plus vulnérables face à la violence. Vraiment, les études démontrent que ces enfants-là, ils ont plus de chances d'être victimes. Fait qu'on doit leur porter une petite attention particulière. Je sais que ces statistiques-là sont alarmantes, ils font froid dans le dos, mais ça démontre en fait que c'est important de faire des conférences ou de faire des ateliers qui vont venir aider les adultes de confiance dans leur rôle pour assurer la sécurité de ces enfants-là. Bon, vous voyez, je n'étais pas bonne avec le diapo, là. C'est qu'est-ce que j'ai dit. Voyons, OK, je m'excuse. Bonne meilleure sur le diapo. Qu'est-ce qu'un besoin particulier? Bon, là, je vous apprends sûrement rien ce soir en vous disant qu'il y a plusieurs groupes d'enfants à besoins particuliers. Il y a les troubles neurodéveloppementaux qui englobent les enfants atteints du trouble de spectre de l'autisme, des enfants du trouble déficitaire de l'attention ou avec ou sans hyperactivité, troubles oppositionnels de provocation, qu'on appelle le TOP, ou même encore troubles du langage ou conditions affectant le développement neurologique ou comportemental. Sinon, il y a des handicaps physiques, toutes les limitations motrices, visuelles, auditives, ou n'importe quel autre handicap qui nécessite des adaptations dans les activités quotidiennes. Sinon, on a les difficultés d'apprentissage qui vont englober des troubles comme la dyslexie, ou qui vont empêcher les enfants de s'épanouir dans un cadre scolaire. Ou sinon, on a les déficiences intellectuelles. Fait que tout enfant qui présente un retard ou une déficience intellectuelle modérée ou sévère. Finalement, on a les allergies sévères. Je vais vous avouer que dans le cas des violences sexuelles, les allergies sévères ne seront pas nécessairement considérées comme un enfant à besoin particulier dans ce cas-là, parce que les statistiques démontrent qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec les enfants sans handicap au niveau de la prévention des agressions sexuelles. Mais pourquoi ces enfants-là sont davantage vulnérables aux violences sexuelles? En fait, les enfants à besoins particuliers, ils vont être confrontés à des vulnérabilités uniques qui vont vraiment venir augmenter leur risque de violence sexuelle. Par exemple, la difficulté à exprimer des inconforts ou même d'exprimer les abus. En fait, de nombreux enfants, en particulier ceux avec des troubles de la communication ou des déficiences intellectuelles, vont avoir du mal à identifier et à verbaliser les abus. Ils peuvent aussi comprendre que certains comportements sont peut-être inappropriés, mais ils vont probablement manquer de mots pour expliquer ceux qui sont un petit peu plus ambigus ou même pour exprimer leurs sentiments par rapport à ça. Une autre raison, c'est qu'ils sont dépendants aux adultes. Vraiment, certains enfants vont avoir une dépendance qui est vraiment accrue envers les adultes pour tout ce qui est besoins quotidiens, soins personnels, assistance dans les tâches quotidiennes ou même dans les interactions sociales. Cette dépendance-là, elle va être exploitée souvent par des personnes qui sont malveillantes parce qu'ils vont sentir que l'enfant est incapable de dire non ou même de demander de l'aide à quelqu'un d'autre ou qu'il ne le fera pas, comme j'ai mentionné tantôt, de peur de perdre l'accompagnement qu'il y a présentement. Sinon, il y a aussi moins de sensibilisation à la notion de consentement. Les enfants à besoins particuliers, notamment les enfants avec des troubles neurodéveloppementaux, vont avoir du mal à comprendre un petit peu les concepts de limites corporelles ou de consentement. Puis nous, on va prendre en considération comme adultes de confiance que ce n'est pas nécessaire d'en parler tant que ça. Pourtant, le manque d'éducation par rapport à ces notions-là vont les rendre vraiment plus susceptibles d'accepter des comportements qui sont inappropriés ou de ne pas reconnaître les signes de violence sexuelle. Finalement, une autre des raisons, c'est l'isolement social. En fait, certains enfants
qu'il soit sur le trouble, qui ait un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble de langage, peuvent se sentir plus isolés socialement. En fait, ça va les rendre effectivement plus vulnérables aux abus parce qu'ils n'ont pas toujours le même réseau de soutien ou les mêmes interactions qui pourraient servir de protection. C'est quoi les signes à surveiller en fonction des différents troubles? C'est important comme adulte de confiance d'apprendre à reconnaître des signes qui pourraient potentiellement, je dis bien potentiellement, être signes de violence sexuelle chez l'enfant. Ces signes-là, ils peuvent varier en fonction du trouble, de l'handicap, mais aussi de l'enfant. Je dis et je répète encore, c'est des signes potentiels. Ce n'est pas parce qu'un enfant aurait un de ces signes-là que forcément ça voudrait dire qu'il a vécu de la violence sexuelle, mais ça peut des fois nous sonner une cloche qu'il y a quelque chose qui se passe, puis qu'on aille peut-être regarder, investiguer dans ce sens-là. Si on a des comportements sexuels inappropriés pour l'âge ou pour le niveau de développement. Par exemple, si on montre des comportements sexuels qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils sont censés savoir, que ce soit par un langage sexuellement explicite, des gestes sexuels qui sont semblables à ceux des adultes, mais que l'enfant ne serait pas censé connaître. Exemple, tout ce qui est fellation, compagnie, un enfant ne connaît pas ça. Là. Fait qu'il n'est pas censé reproduire ces comportements-là. Ou sinon, s'il insiste de manière persistante à avoir des actions envers d'autres enfants, un peu comme si c'était empreint de menaces, ça aussi, ça serait inapproprié pour l'âge. S'il y a une dépendance ou un attachement qui est vraiment excessif envers une personne adulte en particulier, ça pourrait dire que peut-être qu'il y a signe de manipulation, d'exploitation, un attachement qui est vraiment inhabituel. Ça peut indiquer peut-être qu'il y a une notion de manipulation envers les sentiments de cet enfant-là. Sinon, si l'enfant a vraiment un manque total de compréhension des limites corporelles, qui est toujours là à dépasser les limites des autres, qui laisse n'importe qui rentrer dans sa bulle, qui est constamment en train de toucher inapproprié d'autres personnes. Sinon, tantôt, j'ai parlé d'un attachement excessif, mais à l'inverse, s'il y a un évitement ou une peur marquée pour une personne spécifique, ben peut-être que ça voudrait dire qu'il y a eu quelque chose qui a fait peur à l'enfant, qui a senti un inconfort. Peut-être qu'on pourrait investiguer dans ce sens-là. Même chose s'il y a une tentative de fuite ou de se cacher d'une personne, d'un lieu, ça peut démontrer des signes qu'il est arrivé quelque chose dans ces endroits-là. Fait que peut-être que ça nous sonne une petite cloche. Spécifiquement chez les enfants TSA, on pourrait avoir un changement brusque de comportement, comme peut-être une régression dans les habiletés de communication, dans les habiletés tout court, que ce soit physique, de sommeil ou etc. Un isolement accru, évitement de contact physique ou même de certaines personnes, ou même des comportements auto-agressifs ou répétitifs plus fréquents et plus intenses que d'habitude. Chez les enfants avec un TDAH ou un TOP, l'augmentation de comportements impulsifs ou agressifs peut être signe d'alarme qu'il se passe quelque chose, sinon une difficulté accrue à se concentrer ou à suivre les consignes vraiment au-delà des symptômes habituels de l'habitude, parce qu'évidemment, qu'ils en ont à la base, il faut que ça soit vraiment accru, ou finalement une réaction émotionnelle extrême face à des situations habituellement sans problème. Pour les enfants avec des handicaps physiques, peut-être une plainte plus fréquente de douleur ou des blessures inexpliquées, un changement dans la manière dont l'enfant va interagir avec certains adultes qui lui apportent des soins, ou une peur ou réticence à l'idée de recevoir de l'aide physique de la part d'une certaine personne. Habituellement, ça peut être un bon signe qu'il est arrivé du moins quelque chose, peut-être pas sexuel, mais qu'il s'est passé quelque chose. Finalement, avec les enfants en difficulté d'apprentissage, peut-être une difficulté soudaine à participer à des activités sociales, scolaires, fait que vraiment qu'on voit qu'ils soient distants dans ça. Utilisation de termes ou comportements sexuels inappropriés ou incompréhensibles pour leur âge, on en a parlé tantôt, ou finalement des troubles de sommeil ou des cauchemars qui sont récurrents.
encore, je répète, c'est des signes à surveiller. Ça ne veut pas dire que c'est des causes à effet, là. C'est comme, on les surveille, mais ça ne veut pas dire que c'est violence sexuelle. Pourquoi on doit faire de la prévention des abus sexuels? Pourquoi c'est essentiel? Mais la prévention des violences sexuelles chez les enfants à besoins particuliers, c'est essentiel vraiment pour assurer leur sécurité et leur bien-être à long terme. En offrant à ces enfants-là une éducation sexuelle qui est adaptée à leurs capacités, on va leur donner les outils qui sont nécessaires pour comprendre leur corps, reconnaître des comportements inappropriés, poser des limites, exprimer leur consentement. Ça va leur permettre de développer une confiance en eux, puis aussi en leur droit à la protection, puis ça va renforcer leur autonomie. Les bienfaits de la prévention se manifestent souvent par une réduction de l'anxiété ou des risques de traumatisme psychologiques qui vont être liés à de la méconnaissance de leurs droits sexuels ou corporels. En sensibilisant aussi les adultes de confiance, parents, éducateurs, intervenants, à la reconnaissance de signes comme on vient de le faire, ça peut permettre une communication qui est plus ouverte avec les enfants à besoins particuliers, puis peut-être être plus conscient de créer un environnement sécuritaire et bienveillant autour de ces enfants-là pour qu'ils se sentent plus protégés et soutenus. À l'inverse, l'absence de prévention, ça peut avoir des conséquences plus graves. Les enfants à besoins particuliers sont 3-4 fois plus susceptibles de subir de la violence, comme je l'ai mentionné tantôt, et surtout quand ils sont sans éducation et ni protection par rapport à ça, ils deviennent des cibles vraiment plus faciles pour les... j'ai marqué prédateurs, mais pour les personnes malveillantes. L'inaction expose vraiment les enfants à des traumatismes. Puis c'est pour ça que moi, je vous dis qu'on doit agir pour éviter différents problèmes de santé mentale qui peuvent être à long terme. Exemple, des comportements autodestructeurs, des troubles comme la dépression, l'anxiété, le fait d'avoir de la difficulté à avoir une bulle saine autour de soi. Puis vraiment, cette situation-là, de développement psychosexuel bénéfique pour les enfants. En fait, c'est faire de l'éducation à la sexualité, ça va apporter un développement psychosexuel bénéfique qui va briser l'isolement social puis la dépendance probablement aux adultes malveillants. La prévention des violences sexuelles, c'est une responsabilité qui est collective, qui a des répercussions positives à long terme. Agir en prévention, c'est non seulement protéger les enfants, mais c'est aussi leur offrir des moyens de se construire une vie digne et respectueuse de leurs droits. Il y a certaines barrières qu'on peut avoir concernant l'éducation à la sexualité avec les enfants à besoins particuliers. En tant que famille ou même qu'institution, ça peut être des fois des gestes qui sont bien intentionnés, mais qui peuvent malheureusement avoir des conséquences un petit peu plus néfastes sur le développement psychosexuel des enfants, qui vont les rendre plus vulnérables aux violences sexuelles. C'est donc vraiment important d'identifier les obstacles, mais aussi d'essayer de les surmonter pour offrir à ces enfants-là une éducation à la sexualité qui est adaptée et qui est protectrice. La première barrière, c'est la surprotection puis le manque de discussion autour de la sexualité chez ces enfants-là. En fait, souvent, les enfants à besoins particuliers vont être vraiment surprotégés par les adultes de confiance qui les entourent. En raison de certaines de leurs vulnérabilités, on va souvent les percevoir comme des petits êtres fragiles qui vont amener les parents ou les éducateurs à éviter certains sujets de la sexualité en pensant que ce n'est pas pertinent ou que c'est trop compliqué à aborder pour eux. Cette surprotection-là, elle peut découler d'une inquiétude sincère de vouloir vraiment les préserver de sujets qui sont jugés trop délicats ou inappropriés. Mais en les privant de ces discussions-là sur la sexualité, par rapport aux notions de consentement, d'intimité ou de respect des limites corporelles, on va limiter leur capacité à reconnaître des situations potentiellement dangereuses pour eux. Le silence sur ces questions-là va vraiment créer un vide éducatif, puis ça va laisser les enfants désarmés face aux comportements inappropriés de certains adultes. Aussi, il y a l'infantilisation puis l'idée que les enfants à besoins particuliers n'auront pas une vie sexuelle normale. En fait, de nombreux adultes
qu'il s'agisse de parents ou même d'intervenants, vont entretenir l'idée que les enfants à besoins particuliers n'auront pas nécessairement une vie sexuelle normale ou même une vie sexuelle tout court, dépendamment des handicaps. Ils sont souvent perçus comme des êtres asexués, ce qui va nous amener à l'idée que ça ne sert à rien de leur enseigner de l'éducation à la sexualité. On va percevoir une limite pour eux, puis on va leur donner, on va limiter leur accès aux connaissances qui peuvent être cruciales pour leur développement. En considérant ces enfants-là comme d'éternels dépendants ou incapables d'entretenir des relations intimes, ben on va peut-être croire que la sexualité, ça ne les concerne juste pas, puis ça va faire en sorte qu'ils en vivent de manière normative ou non, ben on va les empêcher que ça fasse partie intégrante de leur vie, puis ça peut faire en sorte que, justement, ils deviennent plus vulnérables à certaines personnes qui ont des mauvaises intentions. Finalement, je pense que tous les adultes, que ce soit moi, vous, on a tous des préjugés, des tabous. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui en ont davantage pour les enfants à besoins particuliers, pour croire à tort qu'ils n'ont pas les mêmes besoins en matière d'éducation à la sexualité que les autres enfants parce qu'ils ne seront pas nécessairement confrontés aux mêmes questions. Comme je l'ai mentionné, on peut penser que la sexualité, elle peut être inexistante, immature, non pertinente, ou même que tout ça, ça fasse en sorte qu'on ait une réticence de parler des vraies choses. Bien, ces préjugés-là, je vous annonce qu'ils sont complètement erronés, puis qu'au contraire, ça fait en sorte que nos enfants vont probablement être plus vulnérables parce qu'ils vont aussi ça va aussi renforcer le silence qui va tout autour de ces discussions-là. Donc, les enfants ne sauront pas comment s'exprimer si jamais ils sont victimes ou s'ils ont des besoins. Ils ne sauront pas si c'est correct d'exprimer ça, étant donné que personne ne leur en a jamais parlé. Puis ça va faire en sorte que ça va comme créer un gros tabou autour du sujet de la sexualité. Tantôt, je vous ai mentionné éducation à la sexualité, c'est pas juste la sexualité comme nous, on le pense avec nos lunettes d'adultes. L'éducation à la sexualité, c'est beaucoup plus que ça. Je pense à tout ce qui est communication, interaction sociale, gestion des émotions, qu'est-ce qui va être l'amour, l'amitié, l'indépendance comme personne. Ça, c'est tout de l'éducation à la sexualité. Si on coupe ces notions-là à nos enfants, bien évidemment que leur développement ne sera pas correct à long terme. Il va leur manquer certaines notions, surtout si leur handicap fait en sorte que c'est déjà difficile pour eux. Je vais vous donner certains préjugés que les personnes, certains préjugés qu'on pourrait avoir concernant les personnes en situation de handicap et face à la violence sexuelle. Les personnes handicapées ne peuvent pas subir d'agression sexuelle dans un contexte conjugal. En fait, ça, c'est un gros mythe parce que les personnes en situation de handicap, souvent, on peut penser qu'ils ne seraient même pas impliqués dans des relations conjugales normales, puis que leur conjoint pourrait abuser d'elles. Par contre, ça va vraiment empêcher de prendre action pour les victimes, les personnes en situation de handicap qui sont victimes au sein de leur couple, parce que c'est souvent ça qui arrive, que c'est quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un dont on est proche. Ça peut aussi faire en sorte que ces personnes-là n'aient pas assez de notions sur le consentement, donc qui ne connaissent pas le fait que même si on est en couple avec quelqu'un, on peut dire non ou on a le droit de dire non. En fait, on devrait dire non quand ça ne tente pas. Un autre préjugé, ça pourrait être que les personnes handicapées n'ont pas une vie sexuelle active. Bon, depuis tantôt, je vous le dis, on peut essayer de penser que ces personnes-là vont être asexuelles ou incapables de vivre une sexualité, mais c'est complètement faux. On fait juste leur empêcher la reconnaissance de leurs droits sexuels et même leurs droits reproductifs. Peut-être qu'ils n'auront pas une sexualité exactement comme nous, on l'entend quand on est deux personnes avec pas de handicap, mais je vous confirme que c'est possible qu'il y ait une sexualité ou des comportements sexuels qui vont être très épanouissants pour eux. Sinon, les personnes handicapées ne peuvent pas être agressées par des personnes qui leur prodigent des soins. Bon, malheureusement, c'est souvent les personnes soignantes ou les personnes en charge des soins qui vont être
probablement des agresseurs. Ça leur donne une dynamique de pouvoir qui peut faire en sorte de facilement exploiter les personnes en situation de handicap et surtout, comme on l'a mentionné tantôt, la dépendance que ces personnes-là ont envers les soins qu'on leur rend, bien, ça peut rendre les dénonciations plus difficiles. Donc, tous ces préjugés-là vont contribuer à vraiment maintenir les personnes en situation de handicap dans un état de vulnérabilité parce qu'on va minimiser leurs droits et leur capacité à être protégés. Briser ces mythes-là puis les déconstruire dans chacune de nos têtes, c'est vraiment essentiel pour offrir une éducation à la sexualité qui est plus inclusive et pour prévenir efficacement les violences sexuelles de ce groupe qui est déjà marginalisé. Aujourd'hui, je voulais faire un petit aparté pour les enfants souffrant de surdité puis leurs vulnérabilités qui sont spécifiques. En fait, les enfants souffrant de surdité, ils font face à des vulnérabilités encore un petit peu plus grandes, plus spécifiques, parce que ils vont nécessiter plus d'adaptation dans leur éducation à la sexualité. Leur capacité à communiquer de manière traditionnelle étant limitée, bien, ça va faire en sorte que des fois, on va prendre pour eux l'initiative de couper dans dans certains concepts parce qu'on va les trouver peut-être trop compliqués à exprimer en langage des signes ou trop compliqués à avoir des outils qui vont permettre d'ouvrir ces conversations-là. Un des défis majeurs, évidemment, c'est la barrière de connexion. Peut-être que soit l'enfant qui est sourd ou soit le parent ne maîtrise pas nécessairement bien le langage des signes ou peut avoir de la difficulté à rentrer dans plus ce qui est émotif, émotion, abus, inconfort avec le langage des signes. Même avec une bonne maîtrise du langage, ben, des fois, ça peut être tabou encore dans certaines familles d'en parler. Donc, on pourrait tasser ce sujet-là plus facilement. Toute la prévention pour eux va vraiment passer par une éducation à la sexualité qui est adaptée pour peut-être expliquer clairement les concepts de consentement, d'intimité puis de limites corporelles. C'est vraiment crucial pour les enfants en général d'apprendre à reconnaître les signes de comportement inappropriés puis à les identifier, mais ce l'est encore plus pour les enfants qui ont des difficultés de communication parce qu'éventuellement, il faut qu'on leur donne les outils pour qu'ils puissent dénoncer si c'est quelque chose qui leur arrive. Comme adulte de confiance, ça peut être important aussi d'être sensible aux signaux non-verbaux de détresse chez les enfants, peut-être comme je l'ai mentionné tantôt, dans des changements de comportement, dans les attitudes, dans les relations, comme l'apparence corporelle, s'ils sont plus recroquevillés ou s'ils ont plus de difficultés corporellement, ça peut être des bons indices aussi. Je vous en prie, offrez une éducation à la sexualité qui est accessible puis adaptée même aux enfants souffrant de surdité parce que c'est vraiment indispensable pour les protéger contre les violences sexuelles puis leur donner les moyens de comprendre leurs droits et de les communiquer en toute sécurité. Encore une fois, je passe la parole maintenant à ma belle stagiaire Ariane qui va vous expliquer un peu les stratégies pour prévenir les violences à caractère sexuel. Oui, donc merci Judith. Ben, maintenant qu'on a fait un peu le tour là, sur pourquoi les enfants, puis plus particulièrement les enfants en besoin particulier, sont plus vulnérables face aux violences sexuelles, on vous laisse pas comme ça. On va vous présenter quelques stratégies, dans le fond, pour agir en prévention face à ces violences sexuelles-là. Puis ça fait un peu une continuité avec ce que Judith vient de vous parler, là, l'importance de l'éducation à la sexualité. C'est courant pour certaines personnes là, de penser que les notions de consentement ou de limites personnelles, ça ne concerne pas les jeunes enfants. Puis, ben, pour les raisons qu'on vous a énumérées précédemment, ça ne concernerait pas encore moins, en fait, les enfants à besoins particuliers. Mais au contraire, nous, ce qu'on vous dit aujourd'hui, puis ce qu'on aimerait que vous repartiez avec ce bagage-là, c'est que c'est vraiment important d'encourager l'autonomie, puis d'enseigner aussi le respect des limites personnelles, puis le consentement. Et parce que, ben, en expliquant, en fait, à l'enfant que chacune possède une bulle personnelle, puis que c'est important que cette bulle personnelle-là ben, soit respectée, mais c'est aussi important de respecter celle des autres. Ben, les enfants peuvent en venir à mieux saisir le concept de qu'est-ce que c'est qu'une limite personnelle, donc ils vont le comprendre plus concrètement. Puis c'est aussi un concept, là, les concepts de limites personnelles qui vont se développer puis qui vont prendre beaucoup d'ampleur au fur et à mesure que l'enfant va se développer puis va avoir de plus en plus de relations interpersonnelles.
Puis aussi, le fait de comprendre au sens plus large la notion de consentement et qui va au-delà là, des limites personnelles dans des sphères plus précises, comme par exemple de demander la permission à un ami, une amie avant d'emprunter son jouet, bien, ça permet de poser vraiment des bases concrètes au concept de consentement sexuel à proprement parler, qui va venir un peu plus tard là, dans le développement de l'enfant. Puis ça peut encourager l'enfant à comprendre qu'il a le droit de dire non au final s'il ne se sent pas à l'aise dans une situation. Puis, ben, on vous conseille fortement, là, justement, d'enseigner ce concept-là, mais ça peut être flou parfois. Donc, on vous conseille quelques manières plus concrètes qui pourraient être pertinentes d'utiliser pour le faire. Premièrement, la bulle d'intimité, qui est en fait, qui a plusieurs manières, en fait, d'enseigner ce concept-là. Par exemple, on peut inviter là, l'enfant à dessiner ou à se créer en pâte à modeler pour quelque chose de plus tactile. Puis ensuite de ça, ben, de dessiner puis d'ajouter sa bulle d'intimité autour de lui ou d'elle. Ça permet de rendre ça vraiment plus concret, tangible et amusant au bout de la ligne pour l'enfant. Puis ça augmente par le fait même son intérêt, donc la rétention là, de l'apprentissage est maximisée. Puis on peut aussi questionner l'enfant au fur et à mesure de cette activité-là pour s'assurer de sa compréhension là, du concept d'intimité au sens plus large. Puis c'est des activités qui sont plus visuelles, plus tactiles. Fait que ça se peut que ce soit pas adéquat pour certains enfants à besoins particuliers, mais on va y revenir un peu plus tard, là, comment adapter ces activités-là selon chaque besoin de l'enfant. Une autre manière de faire qu'on privilégie beaucoup, nous, chez Oli, c'est de le montrer dans le quotidien. Donc, de montrer l'exemple en tant qu'adulte de confiance là, dans des situations quotidiennes. Par exemple, quand c'est le temps de prendre le bain, quand on veut aider l'enfant à s'habiller. Également au moment de jouer avec l'enfant, donc de lui demander la permission avant de le toucher pour l'aider, lui demander la permission avant d'emprunter son jouet, lui demander aussi la permission avant de lui faire un câlin ou un bisou. C'est des exemples qui permettent à l'enfant de mieux comprendre comment ça se traduit le consentement dans des situations de la vie quotidienne. Puis, c'est important aussi de montrer l'exemple, de demander le consentement, mais ça suffit pas de le demander, il faut vraiment le respecter. Par exemple, si notre enfant il en veut pas de câlin, c'est important de pas le brusquer, de pas s'imposer, de respecter ce choix-là. Ça permet vraiment, comme je l'ai mentionné, là, à l'enfant de voir comment le consentement se déroule là, dans la vie, dans des situations plus ordinaires. Et puis, on met tout le temps un petit bémol là, dans ce concept-là de montrer l'exemple parce qu'en théorie, ça peut être super, ça paraît évident, mais ça peut être difficile en tant que parent, en tant qu'adulte de confiance, de penser tout le temps à demander la permission, à demander le consentement. Je pense, entre autres, là, à des moments qui seraient plus pressants quand la sécurité de l'enfant est en danger, dans des soins d'urgence. Ça apparaît évident qu'on ne demandera pas le consentement de l'enfant avant d'intervenir. Par contre, ça peut être pertinent de quand même prendre le temps, une fois que le danger là, on est hors de danger, de revenir sur la situation puis d'expliquer à l'enfant mais pourquoi à ce moment-là, on n'a pas demandé son consentement. Et, puis lui préciser là, qu'on aurait dû lui demander la permission ou justement, comme je l'ai mentionné, mais pourquoi on ne l'a pas fait dans cet exemple précis-là et dans ce moment précis-là. Puis un autre exemple qu'on aime aussi beaucoup donner, c'est l'exemple de l'enseignement des parties intimes. Encore une fois, qui se fait là, dans la vie quotidienne, que ce soit quand on aide l'enfant à s'habiller, quand on l'aide à prendre le bain, ça peut être pertinent de l'aider à identifier différentes parties de son corps. Donc, pas juste insister sur les parties intimes, de vraiment y aller là, de l'ensemble du corps, mais en intégrant le concept de vie privée, donc en insistant sur certaines parties comme les parties privées, d'insister sur le fait que ces parties-là, c'est des parties qui peuvent être touchées seulement par lui, ou par des adultes de confiance dans des situations spécifiques comme quand on prend le bain, par notre médecin quand on est en consultation, par exemple, avec cette personne-là. Puis ça permet à l'enfant, là, ça permet de l'encourager à prendre soin de son corps, puis à comprendre que ben, son corps, il lui appartient, puis c'est le seul qui peut le toucher ou décider là, de qui peut le toucher. Donc, c'est encourager l'autonomie, le respect des limites personnelles. Je pense qu'on le mentionnera jamais assez. Le consentement également. C'est super important, mais ça peut être quelque chose qui est assez complexe, puis qu'on se demande un peu comment qu'on fait ça dans la vie quotidienne. Donc, ces exemples-là sont bons, mais il y a aussi des lignes directrices qui seraient à considérer pour vraiment maximiser ces apprentissages-là. Je pense au fait, là, majoritairement, de s'adapter au développement cognitif de nos enfants, particulièrement des enfants à besoins particuliers. Puis comment qu'on fait ça? Bien, on vous donne quelques conseils. Premièrement, privilégier les sessions qui seraient courtes et réparties dans le temps. Donc, ça favorise vraiment la rétention des apprentissages chez les enfants. Donc, de vraiment tout le temps prendre le temps de répéter l'information. On s'assure que ça va être mieux retenu. On peut aussi
faire des périodes de révision, des périodes de rappel pour un peu rappeler à l'enfant ce qu'on a vu dans la session précédente pour s'assurer qu'ils comprennent vraiment bien. Puis ben, justement, là, la rétention des informations chez l'enfant, ça passe vraiment par la répétition. Puis encore une fois, ça peut être vraiment, ça peut être beau dit comme ça, mais c'est sûr, un autre bémol qu'on met, c'est que c'est sûr que ça nécessite un engagement qui va être constant. C'est super efficace comme méthode. Par contre, c'est sûr que les adultes impliqués, ça peut être un processus qui est plus long, puis qui est plus difficile à envisager de maintenir dans le temps. Donc, c'est à considérer. Sinon, on vous conseille aussi d'utiliser des concepts qui vont être concrets quand on parle de sexualité. Je vais y revenir, c'est vraiment important d'utiliser un langage qui est clair, mais c'est aussi important d'utiliser des exemples qui vont être concrets, de l'information qui est directe, qui est factuelle. Et ça aide vraiment à l'enfant à mieux conceptualiser qu'est-ce qu'on souhaite lui transmettre. Puis encore une fois, d'adapter là, les mots en fonction du développement cognitif de l'enfant, c'est super pertinent. Puis ça m'amène au troisième point qui est le matériel qui va être animé. Donc, c'est le moment là, de retenir leur attention, donc de les stimuler. Puis pour ce faire, ça peut être super pertinent d'y aller par l'apprentissage par image, par vidéo. Ça peut être aussi, si le contexte le permet, puis que c'est pertinent d'y aller avec un support visuel. Puis c'est aussi super pertinent de mettre les participants en action. Et donc, mettre les enfants en action si, encore une fois, le contexte le permet, mais ça permet vraiment une meilleure rétention de l'information. Puis on va avoir des exemples plus précis, mais vite, là, ça peut être vraiment des mises en situation, des jeux de rôle, juste pour qu'ils soient impliqués dans leurs apprentissages, puis d'aller au-delà des connaissances, là, qui est mon quatrième point, de pas juste y aller là, de la divulgation d'informations, puis dans vraiment des séances qui vont être théoriques. On vous conseille vraiment d'y aller. C'est sûr qu'il va y avoir une portion théorique parce qu'on a des notions à leur démontrer, mais on voudrait miser aussi sur le développement d'habiletés, particulièrement chez les enfants là, à besoins particuliers en raison de leur vulnérabilité. On aimerait ça aussi miser sur le développement d'habiletés de protection, des compétences, penser avec les enfants à des plans de sécurité qui vont être adaptés vraiment à leurs besoins. Puis, selon moi, le conseil le plus important que je vous donnerais, c'est d'aller selon le rythme de l'enfant avec lequel vous intervenez. Les sessions courtes, concepts concrets, matériel animé et aller au-delà des connaissances, c'est des choses qui sont super pertinentes, mais l'apprentissage ne sera pas maximisé si on brusque l'enfant dans son apprentissage puis si on ne suit pas son rythme. Donc, ce serait vraiment une ligne directrice, là, selon moi, de base de respecter le rythme de l'enfant ou des enfants avec lesquels on intervient. Sinon, Judith, je ne sais pas si tu pouvais. Merci. Comme je disais, on va avoir, quand je parle de mise en action, ça peut être quelque chose qui est quand même assez flou. On vous a sorti quelques exemples. Et puis là, vous pouvez vraiment laisser aller votre imagination là, selon les intérêts des enfants avec lesquels vous intervenez. Mais la première, ce serait de faire des mises en situation qu'on peut créer d'avance qui amèneraient les enfants de notre groupe ou notre enfant à identifier si les situations qu'on leur présente font état d'un consentement qui est valide ou d'un consentement qui n'est pas valide, puis d'amener les enfants à réfléchir sur ben, pourquoi ce consentement-là serait valide ou non. Ça l'amène à, amener les participants sont vraiment en action dans l'identification un peu des critères de consentement. Sinon, un autre type de mise en situation, ça pourrait d'amener les enfants à penser à des manières de réagir quand on est dans une situation qui ne respecte pas nos limites, quand on n'est pas à l'aise avec une certaine situation. Donc, on viendrait vraiment amener les enfants à réfléchir, puis ça, ultimement, on pourrait développer des habiletés de communication, de communication par rapport à des situations qui les mettent mal à l'aise. Puis sinon aussi, un jeu super intéressant, ce serait d'inviter l'enfant à identifier les adultes de confiance qui l'entourent. Ça peut prendre vraiment différentes sortes, de différentes formes, comme le dessin, la pâte à modeler, encore une fois, on le ramène, mais juste d'amener l'enfant à être capable d'identifier les adultes de confiance. On agit encore une fois en prévention. Et s'il y a une situation qui se passe, que l'enfant a besoin de parler, il va pouvoir avoir ses points de référence déjà établis. Puis, tous ces conseils-là là, qu'on vous donne, c'est large, c'est au sens super large pour les enfants et les enfants à besoins particuliers, mais on est conscient que chaque besoin particulier là, qui englobe la grande famille des besoins particuliers nécessite des adaptations particulières. Puis, c'est super important pour maximiser les apprentissages, qu'on s'adapte vraiment aux enfants qu'on a devant nous. Et puis, cette manière de faire-là,
permet justement de maximiser les apprentissages. Donc, premièrement, pour les enfants avec des déficiences auditives, ça pourrait être pertinent. Les vidéos sont encore pertinentes, donc c'est pas parce que les enfants ont des difficultés au niveau de l'audition qu'on met de côté les vidéos. C'est seulement de s'assurer que les vidéos soit aient des sous-titres, des explications visuelles qui sont très claires, très explicites. On peut y aller aussi d'une vidéo en langue des signes, qui serait super pertinent. Sinon, aussi des pictogrammes, donc tout ce qui est là, imagé, ça peut être vraiment très pertinent et adapté à la population des enfants qui ont des difficultés au niveau de l'audition. Sinon, pour les troubles du spectre de l'autisme, encore une fois, les mises en situation, on ne les met pas de côté, c'est simplement de les adapter, donc d'utiliser des scénarios sociaux qui vont être simplifiés. Encore une fois, c'est vraiment de s'adapter aux enfants qu'il y a devant nous. En tant qu'intervenant ou en tant qu'adulte de confiance, c'est vraiment vous qui les connaissez le mieux. On peut aussi utiliser des bandes dessinées, des cartes visuelles, d'aller vraiment retenir leur attention, encore une fois. Au niveau des déficiences intellectuelles, dessin, tout ce qui est collage, pour, par exemple, identifier les adultes de confiance qui entourent ces enfants-là, ça reste super pertinent, encore une fois, dans la répétition, puis d'encourager des réponses, pas nécessairement qui soient développées, mais des réponses positives, des réponses négatives en ce qui a trait aux situations de consentement. Ça peut être super pertinent. Sinon, pour les troubles de la communication, encore une fois, là, on revient avec les pictogrammes, mais juste de simplifier les interactions, ça peut être super adapté à cette population-là. Puis d'utiliser les tablettes de communication, d'intégrer les tablettes de communication dans toutes les notions de consentement puis de dévoilement, ça peut être super pertinent. Puis ça permet à l'enfant d'être en mesure de dévoiler ou de se confier s'il arrive une situation particulière. Et finalement, sinon, pour les déficiences visuelles, c'est sûr qu'on va mettre de côté ce qui est images et vidéos, mais on peut y aller, les jeux de rôle sont encore super pertinents, juste d'y aller plus vers les interactions verbales avec ces enfants-là, puis même les jeux tactiles, donc d'utiliser des objets, des cerceaux pour illustrer la bulle la bulle d'intimité, contrairement à comme dessiner, ben, d'utiliser un cerceau, quelque chose de concret que l'enfant peut prendre dans ses mains, ben, ça reste quelque chose qui est adapté et super pertinent. Et donc, ça fait un peu le tour pour ce qui est d'enseigner l'autonomie, le respect des limites personnelles, le consentement. On y va vraiment d'une manière large, mais on vous conseille fortement d'adapter tout ça à l'enfant avec lequel vous intervenez, que ce soit le vôtre ou juste dans votre pratique, de s'assurer que ce soit adapté au développement cognitif de ces enfants-là. Puis sinon, un deuxième conseil qu'on aurait, ça revient un peu, je l'ai mentionné tantôt, là, mais utiliser un langage qui est clair, qui est direct en matière de sexualité, c'est vraiment important pour s'assurer que l'enfant comprenne, qu'on ne le laisse pas un peu dans le flou et dans la confusion. Et puis, un exemple qu'on aime vraiment particulièrement chez Oli, c'est l'exemple d'utiliser les bons mots pour parler des parties intimes. Donc, on a tendance des fois à ne pas vouloir utiliser les mots pénis, vulve, quand on parle à des jeunes enfants. Par contre, c'est important d'utiliser les bons termes et non le fameux zizi ou la fraise quand on parle là, de la vulve chez l'enfant. Puis un exemple justement qu'on aime utiliser, c'est quand, par exemple, un enfant qui reviendrait de chez ses grands-parents, puis qui dirait à sa maman, ah, grand-papa, aujourd'hui, il a mangé ma fraise. Bien, en contexte, dans un contexte quotidien, c'est pas une phrase qui est alarmante, mais si on a enseigné, on parle d'anatomie avec notre enfant en utilisant ces termes-là, ça peut sonner une cloche, puis ça peut semer la confusion. C'est une confusion qui, au final, aurait pu être évitée si on avait employé les bons mots au bon moment. Donc, c'est un exemple plus concret, mais pour vous démontrer la pertinence d'utiliser un langage qui est clair et qui est direct. Puis à l'inverse, si on utilise des mots qui sont inadéquats, qui sont plutôt enfantins, mais ça peut semer la confusion chez notre enfant, puis ça peut lui envoyer le message que ben on ne devrait pas parler de ces sujets-là au final, puis que c'est des sujets qui sont tabous. Puis au contraire, ben, c'est pas ça le message qu'on veut leur envoyer. Puis les enfants pourraient mal saisir les concepts ce qui peut faire en sorte qu'il va aller chercher l'information ailleurs. Puis entre vous et moi, souvent, c'est des ressources qui seront plus ou moins fiables, pas vraiment adaptées souvent au développement de l'enfant. Donc, ça renchérit sur l'importance d'utiliser un langage qui va être clair et qui va être direct quand on parle de sexualité. Puis finalement, au sens plus large, là, mais c'est important de créer un environnement qui est sécuritaire pour l'enfant. Et puis ça passe par les adultes de confiance. Ma collègue Charlène va vous en parler plus en détail, mais c'est vraiment important de s'assurer que l'enfant est entouré d'adultes qui sont formés en matière de violence sexuelle, donc qui sont capables de reconnaître les signes, les comportements à risque en ce qui a trait aux violences sexuelles. Je disais, je les ai plus présentés en détail là, tantôt, mais c'est important que le cercle qui entoure l'enfant soit formé à ce niveau-là.
puis aussi sensibiliser à l'importance, en fait, de comment on reçoit un dévoilement, puis l'importance de bien y réagir et de prendre action par la suite, donc de comprendre le processus de signalement, puis des obligations relatives, là, encore une fois, je dis que je les ai présentées au début, mais les obligations relatives à la loi sur la protection de la jeunesse, c'est super important que les adultes qui entourent l'enfant soient formés à ceux-ci. Puis le lien confiance, là, puis l'instauration d'un climat de sécurité autour des discussions sur la sexualité, c'est essentiel parce qu'au final, on veut que l'enfant soit à l'aise de se confier à nous, soit se sente en sécurité avec nous pour nous parler quand il y a des situations malheureuses qui peuvent arriver. Donc, ça fait pas mal le tour pour qu'est-ce qui est des stratégies de prévention des violences sexuelles. Je laisse avec Charlène qui va vous parler un peu plus en détail là, de qu'est-ce que c'est un adulte de confiance, puis pourquoi c'est important que l'enfant en soit entouré. Merci, Ariane. Donc, en tant qu'adulte de confiance, dans le fond, votre priorité, c'est de créer un lien de confiance et d'ouverture avec l'enfant pour qu'il se sente en sécurité puis à l'aise de vous parler. Donc, c'est aussi vraiment important que vous restiez informé puis que vous ayez accès à des ressources pour bien soutenir les enfants. Donc, un adulte de confiance, en fait, c'est quelqu'un qui est attentionné, donc qui écoute activement l'enfant, puis vous le croyez quand il ou elle vous confie quelque chose. C'est aussi quelqu'un qui est fiable, donc l'enfant peut compter sur vous, puis se sentir en sécurité en vous parlant. C'est aussi quelqu'un qui respecte l'enfant, donc qui respecte ses sentiments, ses limites, puis qui reste disponible pour lui ou elle. C'est aussi quelqu'un qui aide l'enfant, donc qui veut l'accompagner, le guider, puis l'aider à trouver des solutions à ses problèmes. Et finalement, c'est quelqu'un qui est bienveillant, donc vous mettez en priorité son bien-être, puis vous vous souciez aussi de sa sécurité physique et émotionnelle. Donc, être un adulte de confiance, ça nécessite aussi de se former, puis de rester à jour sur les meilleures pratiques pour soutenir les enfants. Puis pour ça, vous pouvez premièrement participer à des formations qui couvrent des sujets comme le développement des enfants, les signes de comportement abusifs ou la manière d'aborder la sexualité avec les enfants, par exemple. Vous pouvez aussi répondre aux questions des enfants pour renforcer la confiance entre vous et lui. Donc, c'est important de répondre à leurs questions de façon simple et honnête. La sexualité, ça suscite souvent la curiosité, donc c'est normal que les enfants posent des questions comme comment on fait des bébés ou pourquoi que les filles ont une vulve et que les garçons ont un pénis. Donc, lorsque ces sujets émergent, lorsqu'ils vous posent des questions sur ce sujet-là, c'est l'occasion pour en discuter avec lui ou elle, puis adapter vos réponses évidemment là, à leur âge puis à leur niveau de développement. Puis tous ces échanges-là vont vous permettre de renforcer la confiance entre vous et l'enfant, puis ça va éventuellement aussi créer, ça va permettre de maintenir en fait un lien de confiance tout au long de son enfance et de son adolescence. Finalement, vous pouvez aussi utiliser des ressources spécialisées, là, que ce soit des livres, des guides, des fiches informatives, des conférences comme celle-ci, ou des sites web spécialisés pour mieux comprendre comment accompagner les enfants, pour savoir repérer des comportements inquiétants, puis aussi pour savoir comment intervenir de façon appropriée. Donc, maintenant, les bonnes pratiques de communication. Donc, c'est vraiment essentiel, en fait, en tant qu'adulte de confiance, que vous adoptiez des techniques pour, dans le fond, qui sont adaptées à qui sont adaptées pour établir un climat de sécurité et de confiance avec les enfants. Donc, pour ça, je vous suggère vraiment de poser des questions qui sont ouvertes, sans mettre de pression sur l'enfant, puis aussi d'utiliser un langage qui est simple et adapté à son âge. Donc, par exemple, au lieu de demander est-ce que quelqu'un t'a fait mal, vous pouvez plutôt dire peux-tu me parler de ce qui s'est passé? Donc, ça ne suggère rien. Donc, c'est une meilleure manière de poser la question. Sinon, je vous suggère aussi de vous assurer que l'enfant comprenne les notions de consentement et d'autoprotection. Donc, expliquer à l'enfant que son corps lui appartient, puis qu'il a le droit de dire non à toute forme de contact ou de situation qui met mal à l'aise. Puis, essayer d'utiliser des exemples qui sont concrets et adaptés pour son âge, à son âge pour clarifier ces notions-là. Donc, maintenant, on va vous parler un peu plus du dévoilement. Donc, pour mieux comprendre comment réagir de manière appropriée lors d'un dévoilement, c'est important de prendre conscience qu'il y a certaines réactions qui peuvent être plus nuisibles, donc qu'il faut éviter. Donc, je vais vous en partager quelques-unes. Premièrement, il ne faut pas exprimer de colère excessive envers l'agresseur. Ça pourrait inquiéter davantage la victime. Il ne faut pas non plus blâmer, culpabiliser ou responsabiliser la personne qui a fait le dévoilement. Il ne faut pas essayer de prendre une décision pour la victime, essayer d'agir à sa place. Il faut faire sentir aussi à l'enfant qui est capable, faut pas faire sentir à l'enfant qui n'est pas capable de prendre soin de lui. Donc, lui faire comprendre qu'il est autonome dans ses décisions puis qu'il peut prendre soin de lui-même en étant quand même présent pour lui, c'est quand même important. C'est aussi important de ne pas éviter de parler du sujet ou de ne pas éviter de parler à la victime après qu'elle vous a confié son dévoilement, après qu'elle se soit dévoilée, en fait.
C'est aussi important de ne pas agir comme sa victime valait moins à nos yeux. Il ne faut pas défendre l'agresseur ou justifier ses actes. Il ne faut pas conseiller à l'enfant de simplement passer à autre chose. Il ne faut pas non plus dire à l'enfant de cesser d'y penser. C'est aussi important de ne pas encourager l'enfant à garder le secret sur l'agression. Puis, c'est important aussi il faut pas demander à l'enfant de raconter l'agression en détail. Donc, on accepte les informations qu'ils vont dire en essayant de ne pas creuser pour en savoir plus. Les réactions qui sont aidantes, donc au contraire, dans le fond, c'est d'écouter et d'accueillir la personne, donc de se montrer disponible et attentif. C'est aussi de croire et valider les émotions de la victime, de la déculpabiliser, donc rassurer-la sur le fait qu'elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé. C'est aussi important de respecter son choix puis son rythme. Donc, rappelez-lui qu'il ou elle a la possibilité de décider si et quand elle souhaite entamer des démarches, si elle souhaite le faire. Il ne faut pas non plus insister pour que la personne en parle. Donc, laissez-lui l'espace nécessaire pour s'exprimer à son rythme. Puis, favoriser aussi son autonomie. Donc, encouragez-la à prendre des décisions pour elle-même et respectez aussi vos propres limites. Donc, prenez soin de vous puis pour que vous soyez en mesure de soutenir l'autre. Donc, on vous a mis une petite citation, là, dans le fond, c'est important de savoir que le simple fait de dévoiler une situation, ça ne garantit pas un effet thérapeutique pour la victime. Ça ne va pas nécessairement la soulager ou faire en sorte qu'elle va mieux se sentir. Les réactions de l'entourage ont vraiment un impact plus important sur le bien-être psychologique de la victime que le fait de se confier ou non. Donc, maintenant, que faire si un enfant fait des confidences? Premièrement, mettez-vous à la hauteur de l'enfant, donc adoptez une attitude qui est calme et rassurante. Puis, l'enfant peut ne pas réaliser la gravité de ce qu'il partage. Donc, votre réaction est vraiment cruciale là, pour lui envoyer en fait, un message de sécurité. Écoutez aussi ouvertement l'enfant, donc portez pas de jugement, puis restez attentif aux confidences. Évitez de poser des questions qui sont trop précises. Puis, votre calme et votre ouverture vont l'encourager à s'ouvrir davantage. Montrez-vous rassurant, donc dites-lui qu'il a bien fait en fait de vous en parler, de vous parler de ses difficultés. Puis encouragez-le aussi à exprimer ses émotions, déculpabilisez-le, félicitez-le aussi pour sa confiance. C'est aussi important de respecter ses silences, donc faites-lui comprendre que vous le croyez, puis que ses paroles sont importantes, puis que vous ne remettez pas en question qu'est-ce qu'il dit. Ensuite, c'est important de ne pas promettre de garder le secret, donc expliquer que vous allez devoir probablement partager l'information avec des professionnels de la santé pour obtenir de l'aide. Interrogez pas aussi excessivement l'enfant, donc laissez-lui la possibilité de parler librement, utilisez des questions ouvertes comme dis-moi tout sur le jeu des amoureux. Reprenez aussi ses mots pour essayer de l'encourager à poursuivre son explication, qu'est-ce qu'il est en train de vous dire. Ensuite, notez aussi les paroles de l'enfant. Donc, dès que possible, écrivez tous les mots qu'il a prononcés tels quels, comme il les a prononcés. Puis aussi la question que vous lui avez demandée pour qu'ensuite vous soyez capable de faire le signalement à la DPJ. Puis, à la fin, ça va être de signaler à la DPJ, donc contacter rapidement la DPJ de la région où l'enfant vit. C'est vraiment crucial d'agir rapidement parce que les enfants oublient rapidement. Puis, s'il y a des procédures qui doivent être mises en place, bien, ils doivent être effectuées le plus tôt possible pour garantir une intervention qui est optimale. Puis, c'est toujours, je vais juste ajouter une petite note, c'est toujours à la personne qui a reçu le dévoilement de faire l'appel, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Donc, quelques phrases clés que vous pouvez dire si vous recevez un dévoilement. Ça peut être t'as bien fait de m'en parler. C'est important ce que tu me dis. Je te crois. Je te remercie pour ta confiance. Raconte-moi, dis-moi en plus. Surtout pour les enfants, là, c'est vraiment une bonne phrase. Ou ça demande beaucoup de courage de raconter ça. Donc, maintenant, comment signaler une situation? Donc, vous pouvez signaler un cas en contactant la DPJ de votre région. En fait, c'est la DPJ de la région où l'enfant vit. Puis, qui est disponible aussi. La DPJ est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis, sachez que votre identité va rester confidentielle. Donc, les étapes à suivre pour faire un dévoilement, ça va être de premièrement se préparer. Donc, avant d'appeler, rassembler toutes les coordonnées de l'enfant, idéalement aussi des parents, puis vos observations, puis les propos aussi que vous avez notés. Annoncez aussi votre intention à l'intervenant qui répond. Précisez que vous souhaitez y partager une inquiétude concernant un enfant. Communiquez aussi les faits, donc exposer les informations de manière claire et concise sans ajouter vos interprétations. Restez calme et neutre, donc gardez une attitude calme pendant l'appel. Puis répondez aux questions donc, de l'intervenant selon vos connaissances. C'est normal que vous n'ayez pas nécessairement toutes les réponses à ces questions.
Puis aussi, notez les recommandations que l'intervenant va vous faire. Donc, prenez des notes sur les conseils que l'intervenant va vous avoir dit. Puis, parlez-en ensuite soit à votre supérieur, là, si c'est dans le cadre du travail. Ou, ça. Donc, finalement, ai-je l'obligation de dénoncer? Donc, comme parler plutôt pardon. Ça, c'est obligatoire là, pour tout le monde de dénoncer, que ce soit un parent, un professionnel qui travaille avec des enfants, des employés du réseau de la santé, des services sociaux, des enseignants, éducateurs, policiers, bref, tout le monde a l'obligation de dénoncer dès qu'il y a un motif raisonnable en fait de croire de craindre, pardon, pour la sécurité d'un enfant. Donc, maintenant, on voulait juste vous partager quelques ressources là, qui peuvent être utiles. Donc, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles à caractère sexuel, donc le CALAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, puis la Fondation Marie-Vincent. Et finalement, on a le site web de l'I, là, on offre des téléconsultations. Si ça vous intéresse, là, vous pouvez aller visiter notre site web. On a aussi plein de petites capsules, justement, qui vont vous expliquer, comme on a parlé un peu tantôt, comment on explique le respect des limites, comment on explique les adultes de confiance, comment on explique le consentement. Fait que ça peut être une bonne ressource à aller consulter. Alors, c'est ce qui tire à la fin pour nous. On